Filtré pour un meilleur. Un roman de Farid Galaxy chez Le Lys Bleu Édition. À retrouver dans toutes les librairies, Fnac, Amazon, Cultura. Extrait numéro 1. Algérie. Village kabyle. Dans tout le village, Mohamed était appelé le sage. C'était une marque de confiance, car il inspirait la bienveillance, la sagesse. En France, dans la cité où il vivait, on l'appelait le Chibani. Son état d'esprit avait traversé la Méditerranée. Mohamed se dirigea vers l'épicerie du village, où il retrouva son ami Ariski. Il y avait bien longtemps que ces deux compères ne s'étaient pas vus. Ce local, dans lequel on pouvait quasiment tout acheter et prendre un café, était le centre du village. Un lieu de vie, de socialisation. Les soirées d'été, on pouvait y apercevoir de nombreuses personnes. Et les parties de jeux de cartes ou de dominos y étaient interminables. Dans l'arrière-boutique, il y avait une salle de réunion dans laquelle se tenait l'assemblée générale du village. Les représentants de chaque famille siégeaient. C'était en quelque sorte un mini-conseil municipal. On y débattait, faisait voter des cotisations, améliorait le cadre de vie des habitants du village. Mohamed le Sage était assis au fond de l'épicerie et discutait avec son ami Areski. Extrait numéro 2. Algérie. Village kabyle. Double peine. Dans la fameuse arène à la sortie du village, c'était la cacophonie. Et Jougourta essayait de distribuer la parole. Non sans mal. Plus personne ne s'entendait parler. Quelques jeunes hurlaient. « Dégage! Dégage! On ne veut pas de toi ici !» Le kabyle a parfois la tête dure. Et quand cela arrive, il est difficile de lui faire entendre raison. La jeune passionnée de théâtre s'exclama de nouveau. « Pourquoi êtes-vous si hargneux les uns envers les autres? Pourquoi n'arrivons-nous pas à vivre ensemble, à nous entraider, comme le font si bien d'autres communautés? Pensez à tous ces artistes, ces poètes, ces journalistes disparus. Ils militaient pour la cause berbère. Ils en penseraient quoi s'ils nous voyaient? Nous ne pouvons pas agir ainsi. Nous n'en avons pas le droit. C'est ensemble que nous réussirons. À fausse doc fausse, la main dans la main. » Jougourta expliqua qu'il ne voulait prendre la place de personne et qu'il mettrait fin à sa mission si le groupe le souhaitait. La jeune poétesse se positionna au centre de l'arène et se mit à réciter un poème de Mohamed Mohamed. Ici, il le traite en adulte, sans avoir pitié de lui, sans même craindre Dieu. Quant à moi, j'ai tranché. Je m'éloigne de ces chants et de ces primates. J'irai me faire journalier, la conscience tranquille, et cela n'a pas de prix. Ces paroles furent reprises par quelques amateurs de poésie. Après un long silence et une réflexion commune, la raison reprit ses droits. Le débat assagit, une séance de travail s'était improvisée avec les jeunes qui souhaitaient développer la vie sociale du village. L'un des premiers projets serait l'installation d'une médiathèque dans une salle de classe, ouverte aux villageois en dehors de la période scolaire. Ce serait un moyen pour les familles de lire, d'avoir accès à l'information, de communiquer à moindre coût. Les projets fusaient dans tous les sens. Les rôles des uns et des autres au sein du groupe de travail étaient bien définis. La jeune poétesse devait tout de même canaliser l'énergie débordante. Extrait numéro 3. Banlieue nord de Paris. Jamel ferma les yeux et se laissa emporter par ses souvenirs d'enfance. Il se revit quelques années en arrière en compagnie de ses amis, Caroline et Osman. L'eau avait coulé sous les ponts depuis, mais Jamel restait marqué par la mort d'Osman, par son enquête de police. Elle avait été mouvementée. Il avait retrouvé le meurtrier de son ami une dizaine d'années plus tard. Lui qui marchait sur le fil entre le bien et le mal était devenu flic, lieutenant de police. C'était une belle journée printanière et le soleil était au rendez-vous. Sur le trottoir d'en face, on apercevait de jolis bouquets de fleurs multicolores, dont la brise transportait par moments les divers parfums. Le ton montait dans le café. Les élections municipales approchaient. Dans le fond de la salle, un débat y était organisé. Deux amis d'enfance de Jamel débattaient. On se serait cru à un combat de rue. Les insultes fusaient. Jamel était choqué. Comment deux potes pouvaient-ils se comporter ainsi, pensa-t-il. C'était la quête du pouvoir. L'un et l'autre étaient instrumentalisés par un homme politique. Jamel avait soif de liberté. Il ne pouvait pas se laisser entraîner par le système, mais il est difficile de s'en extraire. Jamel observa la salle, remarqua le va-et-vient d'un homme, bien habillé, la quarantaine passée. De nombreuses personnes venaient le saluer. Un homme, la trentaine, prit la parole et s'adressa aux politiques. « Bonjour, monsieur l'adjoint au maire. Merci de votre présence. Merci de nous donner la parole. Il faudrait peut-être venir nous voir plus souvent, et pas seulement en période électorale. Vous nous parlez de la rénovation du quartier. C'est vrai que c'est joli de l'extérieur, mais quand vous grattez, il n'y a plus rien. Monsieur l'adjoint au maire, il faudrait travailler sur le fond du problème. » « Quel est le fond du problème ?» rétorqua l'adjoint au maire. « Allez-y, demandez, posez la question aux personnes ici présentes. » Dans la salle du café, c'était le brouhaha. Les voix se mélangeaient. Cela devenait inaudible. L'adjoint au maire reprit la parole. « Nous prendrons rendez-vous. Je m'y engage.
Nous avons besoin de vous. Vous pouvez nous rejoindre, faire partie de notre équipe, celle qui gagne. L'assemblée applaudit. Les personnes semblaient conquises. L'homme de 30 ans demanda la parole. Avocat, il avait passé toute sa jeunesse en bas de la cité, non loin de là, et il était respecté dans le quartier. Déjà, plus jeune, il prenait la défense de ses amis lors des sorties organisées par le centre social du quartier. Son entourage le poussait à faire de la politique. Il avait même été repéré par le parti de l'opposition. « Excusez-moi, mais vous nous demandez de vous rejoindre, d'être à vos côtés. Ok, mais pour faire quoi? Le bouclier? Être pris en sandwich entre le politique, le quartier et la population? Si vous tenez tant à nous, donnez-nous une vraie place dans votre liste. Numéro 3? 4? Allez, la 5e place. Au moins nous serons sûrs d'être élus et respectés pour le travail que nous accomplirons. Si c'est pour faire comme les dernières élections et nous mettre à la fin de vos listes, ne venez pas nous chercher. Nous dresserons notre propre liste. L'époque des grands frères est révolue. C'est derrière nous, monsieur l'adjoint au maire. » La salle l'ovationna et il fut largement applaudi. On entendit à pleine voix « Mousse président! Mousse président !» Jamel était captivé par cet orateur. Il avait bien connu son frère. Jamel détourna son regard. Il y avait une altercation de l'autre côté du boulevard. Une embrouille entre jeunes. Ils étaient une bonne vingtaine. En bon flic, Jamel resta observateur. Il voulait tout d'abord comprendre, analyser et ne pas débarquer tel un cow-boy. L'instant devint virulent. Jamel appela ses collègues de la BAC. Ils étaient non loin du domicile familial. Il y avait du monde dans la rue. Les habitants observaient de leurs fenêtres. Certains filmaient la scène. Jamel aperçut au pied d'un immeuble des jeunes. Un sac entrouvert laissant apparaître des barrettes de shit et des liasses de billets de banque. Un rayon de soleil ravivait la couleur de l'argent. Il y avait du vert, de l'orange, du jaune et même du violet. Nous n'étions pas loin de l'arc-en-ciel, proche du bonheur, peut-être pour certains, ou du créateur. Extrait numéro 4, banlieue nord de Paris. Jamel est en mission d'infiltration. Il se fait appeler Medine. 1 heure plus tard, Franck retrouva Jamel dans un café non loin de l'entrepôt. Jamel voulait comprendre comment Franck avait pu en arriver là. « Salut, Medine, ça va? Pas trop angoissé pour ton départ au Maroc? Tu pars quand? T'es sûr que tu veux pas que je t'accompagne? » « Non, ça va. Pas d'angoisse, t'inquiète. Tout va bien. Je préfère partir seul, Franck. Ce n'est pas en rapport avec toi, c'est juste ma façon de travailler. »« Ok, Medine, pas de souci. Raconte-moi, Franck. C'est quoi ton histoire? » « Tu sais, j'ai pas vraiment choisi, Medine. On va dire que la vie a choisi pour moi. »« Comment ça? » « Ma mère a commencé à se droguer à 15 ans. J'ai pas connu mon père. À 17 ans, elle était enceinte. J'ose pas imaginer si c'était pour une dose. Il y avait du passage à la maison. C'était la fête quasiment tous les soirs. Un beau jour, un mec a posé ses valises. C'était son dealer. J'avais 10 ans. Et là, c'était l'enfer pour moi. 1 année après, j'ai eu une sœur. Plutôt une demi-sœur. C'est la même. Il est devenu mon beau-père, mais je l'ai jamais appelé papa. Il était violent. Il battait ma mère. Un jour, il a levé la main sur ma petite sœur. Ma mère s'est interposée et les deux ont pris cher. J'avais 20 ans. Le soir, en rentrant à la maison, je l'ai frappé. Je l'ai pris pour un pitching-ball. Jamel était attentif, ému par ses paroles. Franck avait besoin de parler, de se livrer. On ne se confie pas comme cela à n'importe qui. Franck ressentait l'attitude positive que Jamel laissait paraître. C'était de famille. Mohamed le Chibani en était l'exemple parfait. Il prenait la bienveillance, se souciait du bien-être des autres. Franck poursuivit son récit. Depuis ce jour, j'ai appris à ma sœur à se battre, à se défendre. La vie est cruelle et ne fait pas de cadeaux. 1 an après, mon beau-père s'est barré. Je lui rendais la vie difficile. Je lui ai tapé son shit. Il y en avait pour un paquet d'oseille. Avant, je vendais pour lui. J'avais pas le choix. Avec l'aide d'une assistante sociale, on a déménagé dans un quartier plus calme. Mais j'ai continué le business. Il fallait de l'argent pour aider ma mère à payer le loyer, faire les courses, inscrire ma sœur dans un club d'arts martiaux. Je ne voulais pas qu'elle touche à la drogue. Aujourd'hui, je fais attention à ma famille. J'essaie d'en prendre soin. Ce n'est pas simple, tu sais. Et s'il t'arrive quelque chose, qui va prendre soin de toi? T'inquiète, il ne m'arrivera rien. Mais t'as pas cherché à travailler? Un métier plus conventionnel? Tu te fous de moi? C'est l'hôpital qui se fout de la charité? Toi, t'es dans le business. Pourquoi tu fais pas autre chose? Vas-y, raconte. Je ne sais pas vraiment ce que je voulais. Je me laissais emporter par la vague. J'ai perdu un ami à cause du business. J'ai failli tout perdre. J'étais à 2 doigts de péter un câble. Et puis la vie m'a souri. Tu sais, Franck, tu peux changer. Il n'est jamais trop tard. Pense à ta famille. Je suis né dans le business, Medine. Je ne sais pas faire autre chose. J'aurais aimé avoir une vie différente. Une mère qui ne se drogue pas. Un vrai père. Faire des études. Avoir un vrai travail.
On a la vie que l'on mérite, pas celle dont on rêve. Si la vie t'a souri, alors t'as de la chance, Médine. La chance ne frappe pas à ta porte. Il faut aller la chercher, la provoquer, avoir un projet de vie, des amis à qui en parler et garder l'esprit positif. Le bonheur, c'est lorsque nos pensées, nos paroles, nos actes sont en harmonie. Je ne comprends pas, Médine. Là, tu me parles comme la psy de ma mère. Hier, tu me parlais gros business. J'ai l'impression d'entendre Belmondo dans Flic ou Voyou. Peut-être que je me cherche encore. Je ne sais pas où je vais. T'es sûr que ça va, Médine? J'ai pas vraiment l'impression que la vie t'a souri. T'inquiète. Tout va bien. L'infiltré joue un rôle, un peu comme au cinéma. Il ne s'agit pas ici de vaguement copier la vie. Il s'agit véritablement de créer la vie. Jamel joue à merveille son rôle d'infiltré. Il savait jouer de sa personnalité. Il devait rester fort et ne pas se laisser emporter par ses émotions. Infiltré pour un meilleur. Roman de Farid Galaxy chez Le Lys Bleu Édition. À retrouver dans toutes les librairies, Fnac, Amazon, Cultura.